et on va démarrer le chapitre 4, où maintenant on va faire, donc on va regarder des champs de vecteurs, des champs de covecteurs, des champs de tenseurs. Dans l'idée, c'est très simple, on a tout défini ici en un point, c'est-à-dire que, oui, on a défini un vecteur au point M, comme comme une dérivée directionnelle des fonctions en un point. Évidemment, on peut faire ça en tous les points. Donc, en chaque point, il y a un certain espace vectoriel tangent TPM. En chaque P. Simplement, comme c'est en un autre point, c'est un autre espace vectoriel. Et du coup, on ne peut pas comparer les vecteurs en un point et les vecteurs en un autre point, puisqu'ils n'appartiennent pas au même ensemble, au même espace. On ne peut pas faire l'un moins l'autre, par exemple. Mais on va quand même pouvoir définir des champs et donner une notion de champ lisse. On va procéder comme on avait fait pour les fonctions, en disant que sur une variété, enfin, on a trouvé un sens à dire qu'une fonction est différenciable et c'est infini sur une variété, en définissant une structure différentielle sur la variété. Et bien là, on va définir une structure différentielle sur un objet qui va être la collection de tous les espaces vectoriels tangents. Espace vectoriel tangent au point P, au point Q, au point R, etc. Et tous ces espaces vectoriels, on va les mettre ensemble dans un truc qui va être une variété différentielle. Donc dans un ensemble qui va être une variété sur laquelle on va avoir une structure différentielle. Et tout ça est gratos au sens où il n'y a rien à ajouter de plus. C'est-à-dire que ces données, enfin tout ce qu'on a introduit suffit à définir de manière canonique un objet qu'on va appeler le fibré tangent, qui va être la collection de tous les espaces vectoriels tangents et dont on va voir qu'il a une structure, enfin de façon très naturelle, il a une structure différentielle. Et donc on va pouvoir dire qu'un certain champ de vecteurs est lisse. Et on ne peut pas comparer vraiment les vecteurs en un point et à un autre, puisqu'ils n'appartiennent pas au même espace. Mais on va pouvoir dire quand même que le champ de vecteurs varie continuellement, et varie même de façon lisse, de façon C infinie. Pour ça, il faudra définir une structure différentielle. C'est ce qu'on va faire. Any question? Non? C'est bon? J'attaque. Alors, chapitre 4. Chapitre 4, fibré tangent, champ de vecteurs et champ tensoriel. Vecteurs, de covecteurs aussi, pendant qu'on y est, et plus généralement, champ tensoriel ou champ de tenseur. Champ de tenseur, allez. Voilà, alors ce chapitre va être assez court, j'espère, pour qu'on ait le temps de faire ce dont vous aurez besoin pour les dernières questions du partiel, à savoir introduire la connexion, la dérivée covariante plus exactement, enfin c'est pareil. Donc ce chapitre en fait va juste servir à définir ces champs de vecteurs d'une façon qui permette de parler de champs lisses, comme je viens de le dire. Et il y a une structure sous-jacente en mathématiques qui est la notion naturelle pour faire cette chose-là. C'est effectivement la notion de fibré. Alors, espace fibré. Je donne une définition un peu générale, un peu abstraite, mais on ne va pas rentrer dans les détails de la théorie générale des fibrés, parce qu'on aura besoin un certain aspect de ces choses-là. On va l'appliquer ensuite directement aux fibrés tangents, mais pour que vous ayez le cadre général
qui consiste exactement à ce que j'ai dit déjà hein, dans l'introduction, c'est-à-dire on va regrouper ensemble pour nous, on va regrouper tous les espaces vectoriels tangents, mais de façon générale, au sein d'une entité donnée. Et cette entité, ce sera ce qu'on appelle un espace fibré. Alors, de manière générale, un espace fibré, c'est quoi? C'est un triplet de choses. C'est un ensemble E, un ensemble B. Alors, ensemble, en fait, c'est une variété. On va le prendre directement. Alors, donc, une variété différentielle. B, une variété différentielle aussi. Et entre les deux, pi, qu'on appelle une projection. Donc, c'est une application alors ça s'appelle donc ça s'appelle l'ensemble total. Par exemple, et ça s'appelle l'ensemble de base ou la base tout simplement. Pour nous, cette base, ce sera la variété différentielle, l'espace-temps, hein, la variété différentielle, et E, ça va être justement la collection de tous les espaces vectoriels tangents associés à la variété. Alors, comment ça marche, ça? Donc, cette projection, alors on va la vouloir lisse, si on a des structures différentielles ici et là. Oui? L'espace fibré, c'est quoi dans l'histoire? C'est E, l'espace fibré? C'est la donnée de ces trois choses. De E, B et pi. Okay. Voilà. Donc, alors, ouais. B, pi. Ok, est-ce que j'ai autre chose à dire dans la... Ah oui, et ok, donc cette projection, elle doit être évidemment, enfin évidemment quand on sait de quoi on parle, mais pas encore pour vous, mais on veut qu'elle soit surjective. Et puis, oui, et puis c'est tout, voilà. Et, ok, et on appelle fibre au-dessus de P un certain point dans la base. Pour nous, ce sera la variété. Le au-dessus, on ne le met pas toujours. C'est la fibre associée à P, la fibre au-dessus de P. On appelle fibre au-dessus de P la préimage de P par la projection surjective. Donc l'idée, c'est que vous avez un espace, qui est l'espace de base, et pour chaque point de l'espace de base, nous ce sera notre variété, donc ce sera donc là pour chaque point de l'espace-temps, mais de manière générale pour chaque point de l'espace de base, vous avez une préimage par la projection pi. Donc il y a tout un tas d'éléments de E qui sont la préimage de pi. Alors je vais... Voilà. Préimage par pi du point P. Et donc l'idée c'est que tous les éléments
de cette préimage, par définition de la préimage, tous ces éléments, les éléments de cette préimage sont projetés sur P par la projection pi. Hein, donc vous avez l'ensemble global qui va justement être la collection de toutes les préimages. Si vous avez un point Q, vous avez la préimage par pi du point Q. Donc il y a tout un tas d'autres points ici qui tous se projettent sur Q. D'accord ? Et puis un troisième point, S, avec toutes ces préimages. Et donc vous voyez que c'est une façon naturelle de faire une collection de trucs qui sont associés à P, de trucs qui sont associés à Q, de trucs qui sont associés à chacun des points. Donc, et ces trucs qui sont associés, c'est ce qu'on appelle des fibres. Donc il y a une fibre, je vais vous faire un autre dessin qui vous fera comprendre pourquoi on utilise ce mot, mais à la limite, peu importe, c'est la définition mathématique de ce que c'est qu'une fibre. C'est tous les antécédents d'un point particulier. Et l'idée, c'est que toutes les fibres sont isomorphes entre elles. Dans notre cas, les fibres seront les espaces vectoriels tangents. Donc à chaque point P est associé tous les vecteurs au point P. Oui. Si elles sont isomorphes, ça veut dire que le cardinal de chacune des fibres, c'est le même. Oui. Et c'est quoi? En l'occurrence, pour nous, ça va être les espaces vectoriels, donc c'est un cardinal infini. Enfin, je veux dire, ils sont même. Enfin, je veux dire, il y a l'ensemble des vecteurs, tous les vecteurs. Donc c'est un espace vectoriel de dimension n dans notre cas. Je ne sais pas si vous voulez parler de cardinal, il est infini, mais enfin, vous voulez parler du nombre d'éléments qu'il y a dedans, c'est ça? Oui. Bah, combien il y a d'éléments dans Rn? Mais on n'a pas d'informations sur la dimension. Si. Alors, non, dans la définition générale, pour faire un espace fibré, il suffit de ça. Dans notre cas, les préimages, les fibres, seront les espaces vectoriels tangents. Mais d'une manière générale, ça pourrait être n'importe quoi. D'accord ? Ouais. Mais il faut qu'il y ait une structure différentielle sur la collection de toutes les fibres. Et il faut que cette projection soit lisse, c'est-à-dire associe à un élément de la fibre le point dont elle est, enfin, à la fibre duquel elle appartient, il faut que tout ça soit fait de façon lisse. Ouais. Ah, attendez. Si on change une base d'un espace, est-ce que du coup ça change la projection? Non, ça c'est défini, la projection elle est ce qu'elle est. C'est quelque chose qui va vous dire, j'ai un certain vecteur, je me place déjà dans l'application qu'on va faire, j'ai un certain vecteur, de quel point, en quel point est-il un vecteur? D'accord? Après, vous pouvez, si ça c'est effectivement un espace vectoriel, vous pouvez mettre une base là-dedans, mais peu importe. La projection, elle est donnée. À chaque point de l'espace global est associé un unique point, un unique point dans ce sens-là. C'est surjectif, mais enfin, c'est une application. Donc évidemment, à chaque point de l'espace E est associé un unique point de l'espace de base. D'accord? Vous aviez une question, non? Non. J'avais demandé si on pouvait mettre une structure différentielle sur E et D, mais du coup les variétés sont déjà différentielles. Il y a Oui. Une structure différentielle. Voilà. C'est pour ça qu'on peut dire que la projection est lisse. Oui, absolument. Donc vous voyez l'idée. Alors, donc ça c'est la définition de l'espace fibré, si vous voulez. Et il y a une notion importante qu'on peut définir là-dessus, dont on va se servir après, puisque c'est comme ça qu'on va fabriquer des champs de vecteurs, des champs de covecteurs, des champs de tenseurs. C'est la notion de section. Donc, définition. Une section sigma sur le fibré
est une application de B dans E telle que donc sigma de B dans E tel que pi rond sigma égale l'identité. Alors vous voyez l'idée tout de suite, je pense. Donc, une section lisse, ce serait une application lisse. Voilà, on fera que des choses lisses, nous, hein, bien sûr. On est content de notre structure différentielle. En physique, tout est lisse. Pense-t-on, en tout cas. Donc l'idée, c'est que vous avez une application qui, à chaque point de l'espace de base, pour nous, à chaque point de la variété, vous associez un point particulier. C'est une application. Donc à un point, il y a, enfin, à un antécédent, il y a une image. Donc P, vous associez un certain point ici, sigma de P. Voilà. Et à Q, vous associez un certain point ici, sigma de Q. Donc, pour chaque point, vous choisissez un élément de la fibre associée. Et quand on dit que pi rond sigma égale identité, ça veut dire que, voilà, à un point P, vous associez bien un point de sa fibre à lui, pas de la fibre de quelqu'un d'à côté. Parce que si à P, vous associez un élément de la fibre de Q, si ensuite vous projetez ce point-là, et vous allez tomber sur Q. Et ce que vous voulez, c'est de retomber sur P. C'est ça que ça veut dire, que c'est l'identité. Donc tout ce que ça veut dire, c'est que à chaque point, vous associez un élément de sa fibre. C'est comme ça qu'on va fabriquer un champ de vecteurs. En chaque point, on va lui associer un élément de l'espace vectoriel tangent de lui-même, de ce point-là. Donc à chaque point, on va associer un vecteur. C'est exactement notre notion de champ vectoriel. En chaque point, un vecteur. Mais on va pouvoir faire un champ de covecteurs. À chaque point, vous associez une forme linéaire sur l'espace vectoriel tangent de ce point-là. Et puis, à chaque point, vous associez un tenseur en ce point-là. Tout ça est complètement évident. La difficulté, ça ne va pas être très compliqué, mais la chose qu'il faut faire, qu'il faut rajouter à ça, c'est il va falloir construire cet espace qui, pour nous, va donc être la collection de tous les espaces vectoriels tangents. Il va falloir construire cet espace et lui donner une structure différentielle pour qu'on puisse faire tout ça de façon lisse. Parce qu'après, ce qu'on va appeler un champ de vecteurs lisse, ça va être une section de cet espace global, qu'on appellera donc le fibré tangent, une section telle que justement sigma soit lisse, c'est-à-dire qu'il y ait un sens à dire que la fonction qui a tous les points associés à un vecteur en ce point-là est une fonction lisse, et c'est ça qu'on appellera un champ de vecteurs lisse. Dans notre intuition, ça veut dire que les vecteurs, ils ne changent pas beaucoup entre un endroit et un autre. Mais ça ne veut rien dire qu'ils ne changent pas beaucoup. S'ils étaient dans le même espace, on pourrait dire qu'ils sont proches ou pas proches. On pourrait faire une différence des deux vecteurs, mais ils ne sont pas dans le même espace. Donc on ne peut pas dire que le vecteur ici, c'est presque le même que celui-là. Ça ne veut rien dire. Sauf si justement, on arrive à définir... Alors, ça ne voudra quand même rien dire que ce vecteur est presque le même. Ils ne sont pas comparables, les vecteurs. Mais on va quand même réussir à donner un sens au fait que l'ensemble de la distribution des vecteurs qu'on associe à chaque point est un objet lisse. Si on a une structure différentielle sur l'espace global, alors on peut donner un sens au fait que la section est lisse. Et donc, cette notion de section est extrêmement importante, puisque c'est comme ça qu'on va fabriquer des champs lisses sur la variété. Donc, tout de suite, fibré tangent. Je surveille l'heure quand même. Quelle heure est-il? OK. Alors, donc, le fibré tangent, ça va être l'application de cette idée générale à notre cas, mais je l'ai essentiellement déjà dit. Donc, pour nous, ça va être... Alors, on va définir Tm,
C'est quoi TM? C'est l'ensemble de tous les TPM. Donc c'est la collection, l'union, en sens mathématique, l'union pour l'union pour tous les P dans la variété des TPM. Simple comme bonjour. Alors souvent on met un point ici pour dire c'est l'union disjointe, pour bien rappeler que, parce qu'on peut dire, ok, tous les TPM, ils sont tous, c'est Rn en fait, c'est l'espace vectoriel dimension n. On pourrait dire c'est tous les mêmes. Oui, non, justement, ils sont isomorphes, ils vont faire des fibres de notre fibré tangent, mais ce n'est pas les mêmes. Un vecteur au point P, ce n'est pas un vecteur au point Q. Ça n'agit pas de la même façon sur les fonctions, etc. Il y en a un qui donne la dérivée de la fonction au point P et l'autre la dérivée de la fonction au point Q. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est bien. Chacun de ces espaces-là est distinct. Ils sont isomorphes, d'accord, mais ils sont tous distincts. Et vous en faites l'union et vous avez votre espace global. Donc, c'est très simple. Alors ça ne suffit pas à faire un fibré. Il faut que cet objet, maintenant, soit doté d'une structure différentielle, et ensuite, il faut qu'on identifie une projection sur l'espace de base, et pour nous, l'espace de base, ça va être la variété. Donc en fait, le fibré tangent, ça va être Tm, pi m, ou pi, donc, ok, enfin, ou pi associe à un vecteur le point dont elle est vecteur, enfin, auquel elle est vecteur. Donc, la seule chose réellement délicate, ça va être de doter, parce que M a déjà sa structure différentielle, ça va être de doter cet ensemble-là, cette collection de tous les TPM, d'une structure différentielle. Et puis, on voudra que pi soit lisse, donc déjà, il faudrait qu'elle soit continue, et pour pouvoir dire qu'elle est continue, il faut qu'il y ait une topologie sur l'espace Tm. Donc, on va doter Tm d'une topologie, mais aussi d'une structure différentielle. Alors, comment on fait ça? Eh bien, comme ça. Comme je l'ai annoncé, c'est quelque chose qui va être fait de façon complètement canonique, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à associer en plus. En fait, ça va être extrêmement naturel. On a toutes les structures qu'il nous faut. Donc, l'idée, c'est de faire de TPM. Alors, comment faire? Pardon, pas de TPM, mais de TM, une variété différentielle. Alors, pour commencer, comme topologie, on pourrait donner la topologie la plus grossière qui permet à pi d'être continue. On peut toujours faire ça. Hein. Donc, c'est-à-dire on définit comme ouvert dans Tm les préimages de tous les ouverts sur M. M a déjà une structure topologique. Donc, il a une topologie, un ensemble d'ouverts. Et vous vous rappelez, c'est la première question du partiel, pi est continu si et seulement si, enfin, c'est une définition, l'image inverse d'un ouvert est un ouvert. Donc vous pouvez déclarer ouvert les images inverses par pi de tous les m, et ça y est, du coup vous avez une topologie là, ça s'appelle la topologie initiale, ça marche. Hein. Bon, donc on va faire ça évidemment, enfin c'est très naturel ici, mais on veut plus que ça, on veut faire de T une variété différentielle. Donc déjà, il faut que ce soit une variété, donc il faut définir une carte. Enfin, des cartes. Il faut qu'en chaque point, il existe un ouvert que l'on peut mapper, que l'on peut cartographier dans R à une puissance d'une certaine dimension. Alors, donc, d'après vous, ça va être quoi la dimension de Tn? M est de dimension n. Et la dimension... Alors, chaque TPM est de dimension n aussi.
Ouais. Du coup, c'est infini. Non. C'est la somme des dimensions des TPM avec T de M. Parce que c'est disjoint. Ouais. Donc, je suis pas... Par exemple, je vais faire un petit dessin d'ailleurs que j'aurais dû faire avant. Prenons le cas où M c'est un cercle. Espace de dimension 1. Okay, une variété de dimension 1, un cercle. À chaque point, on va associer son espace vectoriel tangent. Son espace vectoriel tangent est dimension 1. Si on plonge cette variété dans l'espace ordinaire, il y a la droite tangente, quoi. Mais enfin, il y a tous les vecteurs, ils sont tous proportionnels. Enfin, il n'y a qu'un élément de base, c'est un espace vectoriel de dimension 1. Donc, en ce point-là, il y a l'espace vectoriel tangent, il y a le vecteur nul, le vecteur celui-là, le vecteur 2 fois plus grand, le vecteur moins 3 fois plus... Ça. Donc, j'associe à chaque point un espace vectoriel dimension 1. Je le représente par une droite ici. En ce point-là, j'ai un autre espace vectoriel tangent. C'est aussi une droite, évidemment, une dimension 1, mais ça en est un autre. D'accord ? En ce point-là, j'en ai un autre. En chaque point, j'ai un espace vectoriel tangent. Et l'idée, c'est que j'en fais la collection, et je veux faire, à partir de tous ces espaces vectoriels tangents, je veux faire une entité globale qui se tienne un peu. Alors, l'astuce visuelle, parce que c'est que vous prenez toutes ces droites-là, et vous les redressez, et vous en faites un cylindre. D'accord ? À chaque point, vous associez son espace vectoriel tangent. Ils sont tous indépendants, mais l'idée, c'est de les considérer ensemble et d'introduire sur cet ensemble une structure différentielle. Et maintenant, vous voyez pourquoi on appelle ça des fibres. En fait, vous fabriquez un cylindre, quoi. Si vous voulez. D'accord ? Et à ce moment-là, vous pouvez dire, tiens, ce point-là, il n'est pas loin de celui-là. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, alors, si vous prenez un ouvert sur la variété, c'est quoi la projection ici ? La projection pi, vous prenez un élément de la fibre et vous le projetez sur le point dont il est vecteur tangent. Et oui, donc si vous prenez un petit ouvert ici sur votre variété, ici le cercle, eh bien, sa préimage, c'est l'ensemble de toutes les fibres associées à tous les points de l'ouvert. Et donc là, maintenant, vous pouvez dire que ça, c'est un ouvert. Donc vous pouvez définir une notion de voisinage et dire que, en fait, ça, c'est voisin de ça, etc. Donc vous construisez une topologie naturelle comme ça. Vous aviez une question ? Non ? Oui ? Yes, la dimension, ce sera 2n. Parce qu'en fait, alors, le truc, c'est qu'on ne peut pas dessiner à plus de dimensions, 3 en perspective. Donc, effectivement, si vous collez toutes les fibres comme ça, vous voyez que vous allez constituer un truc de dimension 2 en réalité. On peut encore le faire. Si votre variété, c'est le plan... Pareil, ah oui, non, mais le truc, c'est que l'espace vectoriel tangent, lui-même, c'est un ensemble de plans, donc déjà, on est à 4 dimensions, donc on ne sait pas le faire. Mais n'empêche, enfin, voilà, à chaque point, vous associez une fibre, alors il faut l'avoir à dimension 2, cette fibre-là. Mais c'est pareil, à chaque point, vous associez une fibre, et puis vous prenez la collection de ces fibres, et donc il faut introduire une structure sur la collection globale. Alors, comment on fait ça ? Donc, effectivement, ça va être un espace vectoriel de dimension 2n. Une variété, pardon, de dimension 2n, le TM. Ça, c'est pour l'intuition. Ouais. J'ai pas compris pour la topologie qu'on va utiliser pour TM, c'est juste la topologie initiale ou Oui, mais après, au sein de l'espace vectoriel, on va définir des cartes. J'ai dit de l'espace vectoriel, je voulais dire au sein de la variété TM, on va définir des cartes
c'est comme ça qu'on va montrer que c'est une variété différentielle, qui vont du coup qui vont enrichir cette topologie, puisque au sein d'un espace vectoriel, il y a une topologie, c'est Rn. Donc il y a aussi une topologie naturelle. Donc, au fur et à mesure de la construction qu'on est en train de faire, voilà. On va restreindre la topologie. Oui, on va l'enrichir en quelque sorte. Oui, on va l'enrichir. Mais en fait, il n'y aura qu'une étape, parce que directement, je vais vous donner une carte naturelle, enfin une cartographie naturelle, et on va voir qu'elle donne effectivement à Tm une structure de variété différentielle directement. Alors, eh bien, donc voilà. Donc l'idée, c'est que je prends un élément, soit un élément de Tm, et je vais, un élément de Tm, et un ouvert autour de cet élément. Alors vous me direz, c'est quoi un ouvert? Ben, je vous l'ai dit déjà, je prends la topologie initiale de la projection π, π étant la projection qui a à un vecteur donné, un élément de Tm, c'est un élément d'un certain TPM, donc c'est un certain vecteur au-dessus d'un certain point. Eh bien, à ce vecteur, j'associe le point auquel il est vecteur tangent. Hein. Donc, ça, c'est bien défini. Soit un élément 1. Alors, par définition de Tm, cet élément est un vecteur tangent, enfin, est un élément d'un certain TPM, puisque Tm, c'est la collection de tous les TPM. Donc, c'est une collection disjointe. Donc, il existe un unique P dont cet élément quelconque duquel je suis parti est élément de TPM. Eh bien, l'idée, c'est que je vais lui associer cet élément est un élément de certains TPM. Eh bien, je vais lui associer d'une part les coordonnées du point P en question dans une certaine base, pardon, dans une certaine carte, excusez-moi, dans une certaine carte, j'anticipe. Et il y a des cartes sur M. M est une variété différentielle, ça au départ. Ça, on n'a pas à la construire, c'est notre espace-temps. Elle y est déjà, hein, variété différentielle. Donc, autour du point P, je prends un élément. Il existe un point P tel que cet élément appartient à TPM. Ce point P est un élément de M, donc il existe une carte, pas une unique, hein, il y en a plein des cartes autour du point P, mais il existe une carte UP UX, excusez-moi, autour de P, enfin autour, vous voyez ce que je veux dire, P, tel que P appartient à U, c'est ça que ça veut dire, tout simplement. Il existe une carte UX, telle que P appartient à U, et X de P égale X1 de P, etc., Xn de P. Il existe une carte, et donc j'ai n coordonnées pour ce point dans la carte en question. Ça existe toujours. Donc, dans la carte, je veux fabriquer une carte de Tm.
Déjà, je vais lui associer les n coordonnées du point P dans la carte UX. C'est-à-dire qu'à partir de la carte UX, en fait c'est ça, pardon, à partir de la carte UX, je vais fabriquer une carte de TM autour du point P, autour du vecteur que j'ai sélectionné. Excusez-moi, je ne suis peut-être pas très clair. Je vais bien préciser ce que je fais. Donc, soit un élément de TM, on veut construire une carte, une cartographie de TM autour de V étant l'élément que j'ai choisi dans TM. Un élément de TM, c'est un certain vecteur. C'est un vecteur qui appartient à un certain TPM. Je veux construire une cartographie de TM autour du point que j'ai sélectionné. Je le prends au hasard, donc si je peux faire ça, je pourrais le faire pour tous. Je veux construire une cartographie, donc c'est-à-dire une application bijective continue d'inverse continue, une carte, hein, de TM dans R une certaine dimension. On l'a vu déjà intuitivement, ça va être 2n la dimension. Mais de toute façon, si je trouve une carte et que je montre que ça marche, du coup, ça démontrera que c'est bien 2n la dimension. Donc pour cela, on part d'une carte UX de M autour de P où P est l'unique point tel que V appartienne à TPM. Yes? Tel que P et V, d'accord? Et donc, cette carte, je l'appelle pré-image par pi de U, et je vais l'appeler Xi, fondée sur X. Dans R2N. Voilà. Voilà la carte que je choisis. Cette carte de TM a pour ouvert de départ la préimage par pi de U. Ça, c'est bien un ouvert, puisque j'ai défini une topologie sur TM de telle sorte que précisément ce soit ouvert. Why not? Je prends la topologie initiale. Donc si je fais le dessin, j'ai M. J'ai l'espace global, je le fais à 2 dimensions. Voilà, je sélectionne un certain vecteur dans la collection de tous les espaces tangents. Ce vecteur, il est associé à un certain point particulier qui est pi, enfin qui est P,
par la projection pi. Et je veux cartographier l'ensemble global, le cylindre ici, autour de V, dans un certain voisinage de V, dans un certain ouvert qui contient V. Et ce que je fais, c'est que je prends une carte sur la variété, donc j'ai un certain ouvert sur la variété, autour de P, U par la carte X va dans Rn. Il donne les coordonnées par la carte X du point P. Et je vais faire une cartographie de tout l'ouvert qui est l'ensemble, enfin toute la préimage de U. Donc toutes les fibres associées à tous les points de U. Okay. Maintenant, je dois définir ce que c'est que cette carte. Donc à chaque point de cette préimage, donc à chaque point de toutes les fibres de tous les points dans le voisinage de P, j'associe 2 n coordonnées, lesquelles, ça va être très simple. Donc, soit un vecteur maintenant, alors je vais lui donner un autre nom, W, soit W appartenant à la préimage par pi de U. Je prends un élément dans l'ouvert que je veux cartographier et je vais lui associer par la carte 2n coordonnées. Qu'est-ce que je lui donne comme coordonnées? Eh bien, très naturellement, il faut que j'encode de quel point, en quel point cet élément est vecteur et quel vecteur c'est. Parce que autour d'un même point, je peux choisir plein de vecteurs différents. Si je veux définir duquel je parle, je vais lui donner des coordonnées. Il faut que je spécifie le vecteur. Qu'est-ce que je vais prendre comme coordonnées? Je vais prendre les coordonnées du vecteur dans la base des d sur dxi, associée à la carte x. Donc je vais lui donner les coordonnées. Alors, les coordonnées du point auquel il est vecteur et les coordonnées de W dans la base d sur dxi au point pi de W de T pi de W M. Voilà, tout simplement. Là, j'ai spécifié une application de préimage de pi par pi de U qui est inclus dans Tm. J'ai spécifié une application de cette préimage, donc d'un ouvert de Tm, dans R2n. Cette application, à tout vecteur de cet ouvert-là, associe les coordonnées du point de base au-dessus duquel il est vecteur, et, donc là il y en a n, et les coordonnées du vecteur dans la base associée à la carte de départ, la carte UX, c'est-à-dire dans cette base-là. Et donc ça fait aussi n coordonnées. Je vous sens perplexe. Vous voyez l'idée?
un point de Tm est forcément un vecteur au-dessus d'un certain point. Comment je vais dire de quel élément de Tm je parle? Eh bien, en disant à quel TPM il appartient, donc quel est son point P, dont il est vecteur tangent, enfin, auquel il appartient à TPM. Donc, je vais dire quel est le P dont il est élément de TPM, et au sein de cette... Donc, je sélectionne un espace vectoriel donné, en spécifiant de quel P je parle. Donc ça j'ai besoin de dire de quel P, donc j'ai besoin de donner n coordonnées pour le point P. Et ensuite, une fois que je sais que c'est un élément de cet espace vectoriel particulier, pas d'un autre, de P, il faut que je dise quel vecteur c'est. Et pour spécifier un vecteur dans un TPM donné, j'ai besoin de n nombres. Par exemple, les n composantes de ce vecteur dans une base quelconque, bah, autant prendre la base associée à la carte dont je parle. C'est juste une façon de faire, hein. Mais ça marche. Oui. Est-ce que du coup, si x de w, c'est un tenseur d'ordre 2 est-ce que les coordonnées de pi w, ce serait la partie, comme on l'avait noté tout à l'heure, la partie où on avait les éléments de dual et ensuite Non, non, ça c'est juste des... Non, donc pi de w... Ça appartient à M, d'accord? C'est la projection sur l'espace de base, sur la variété. Donc ça, c'est un élément de M, et donc, je peux spécifier quel élément de M, de quel élément de M il s'agit, en donnant ses coordonnées dans la carte UX. OK? Donc c'est juste des nombres réels. Ça, c'est N. Ces coordonnées-là, c'est des nombres réels. C'est les coordonnées du point P. Et ça, c'est à nouveau n nombres réels, c'est les coordonnées du vecteur en question dans la base associée à la carte X. Je pourrais mettre dans une autre base, mais l'idée, c'est que je me donne une carte dans M, et à partir d'elle, je peux construire une carte dans Tm en associant à chaque vecteur particulier de Tm les coordonnées du point auquel il est vecteur et les coordonnées du vecteur dans la base associée à la carte choisie. Après, je peux changer de carte, évidemment. Mais voilà, donc ça, pour l'instant, j'ai juste montré que c'était une carte, effectivement, enfin, que c'est une application de Tm dans R2N. Donc, si c'est une application de Tm dans R2N. Monsieur? Oui. Pour construire cette carte, il faut déjà avoir l'application pi, enfin la projection pi. Oui, mais la projection pi, elle est canonique. C'est à chaque vecteur de Tm, elle associe le point dont elle est élément du vecteur tangent, de l'espace tangent. Ouais. OK. Donc, dès lors que j'ai une variété différentielle, j'ai en chaque point un espace tangent de dimension n. Et du coup, je peux considérer la collection de tous ces espaces tangents. Rien ne m'empêche de le faire. Je prends l'union de tous ces espaces tangents. Ça me constitue Tm. C'est juste, voilà. Donc, si j'ai une variété, j'ai Tm qui est donné. Et ce que je veux montrer là, c'est que le Tm en question, je peux le voir comme une variété, pour l'instant, comme une variété de dimension 2n. Pour ça, il faut que je montre que je peux cartographier cet espace, Tm, avec, à la façon des variétés, c'est-à-dire autour de chaque point, je peux trouver un ouvert tel qu'il existe une application continue d'inverse continue qui, à chaque point, associe un point de Rn, ici donc de R2n.
OK? Et donc, je commence par en proposer une carte, comme ça. Autour de chaque point, je peux définir cette carte. Enfin, je peux définir cette application de TM dans R2N. La question, c'est est-ce que c'est bien une carte au sens où c'est bijectif et continu, d'inverse continu. Monsieur, W, c'est un élément de TM, vous aviez dit. Et donc, pi de W, c'est un élément de M. Oui. Mais c'est quoi la base d'Héron sur d'Héron ici avec au point pi de W? Ben, ça, c'est la base de T pi de WM. C'est pi de W? Pi de W, c'est un point. C'est le point de M. C'est le point de M. Et W, c'était... W, c'est le vecteur dont on est parti. C'est-à-dire, ah, d'accord. je prends un certain vecteur dans la collection de tous les espaces vectoriels. Il est vecteur d'un certain TPM. Ok. Et le P, c'est quoi? Bah, c'est précisément sa projection, puisque je l'ai pris dans un des TPM. TM, c'est l'ensemble de tous les TPM. Donc j'en prends un au hasard. Dans un chapeau, j'ai tous les espaces tangents. Je ferme les yeux, je mets la main dans le chapeau, je tire un élément, c'est un vecteur. Et la question, c'est, ah, ok, mais je l'ai tiré de quel espace tangent? Ben, forcément, de l'un d'entre eux. Eh bien, l'espace tangent le point dont il appartient à l'espace tangent, c'est pi de ce vecteur. Enfin, W, c'est un vecteur, et pi de W, c'est un point. Oui, c'est ça. W, c'est un vecteur. Donc ça, c'est inclus dans TM. Enfin, c'est écrit là. W, c'est un certain vecteur. Et pi de W, c'est le point dont le point P tel que ce vecteur appartient à TPM. OK. Et donc j'ai pioché dans un chapeau un certain vecteur. Je dis, ah, ça, c'est un vecteur au point P. Ah, je vais déjà spécifier que c'est un vecteur au point P en lui donnant les n coordonnées du point P. Donc maintenant, je sais de quel point je parle. Et ensuite, ah oui, mais ce n'est pas n'importe quel vecteur, c'est un vecteur particulier. Et un vecteur particulier, on le repère par n coordonnées dans une certaine base. Donc tant qu'à faire, je vais prendre la base x, enfin la base associée à x, c'est-à-dire ça. Et donc maintenant je dis, ah ok, c'est tel vecteur. Donc à chaque élément de TM, un certain vecteur en un certain point, j'associe deux n coordonnées, les coordonnées du point en question et les coordonnées du vecteur en question. Ça me fait deux n coordonnées. C'est complètement naturel en fait. Une fois que vous l'aurez bien cerné, ça vous paraîtra évident. Et du coup, voilà, ça c'est une proposition. Je propose cette carte-là. Donc ce qu'il faut montrer, c'est que d'abord, c'est bien bijectif. Ça y est, c'est évident que c'est bijectif. Puisque, donc déjà, à chaque vecteur que j'ai tiré du chapeau, je peux associer ses coordonnées, donc ça c'est sûr. Du coup, c'est... Oui, c'est injectif, donc à chaque... voilà, et parce qu'à chaque fois, chaque vecteur que je pioche, il va avoir des coordonnées différentes là. Soit je pioche un vecteur d'un autre espace vectoriel tangent, et du coup, les premières coordonnées ne vont pas être les mêmes, puisque ce ne sera pas le même point. Soit, par chance, j'ai chopé deux vecteurs du même espace vectoriel tangent. Oui, mais ce n'est pas le même vecteur, donc ils vont avoir des coordonnées différentes ici. Donc, c'est évidemment injectif. Est-ce que c'est surjectif? Ben oui, parce que tous les... Oui, enfin, c'est surjectif sur... en fait, ça va dans... Excusez-moi, dans... de la préimage par pi de U. Ça, c'est inclus dans R2N, c'était ça que je voulais dire. Donc, évidemment, c'est surjectif sur son image. Bon, ça, c'est une évidence. Et donc là, en fait, ça part plus exactement, ça part de
ça part de la préimage par pi de U qui est inclus dans Tm. C'est ça que je veux dire. Donc, je fais une carte d'un endroit particulier sur la variété. Ça ne présage pas que je puisse faire une carte globale pour tout, hein, de même que sur une sphère. Juste, on ne peut pas faire une carte globale sur une bête sphère à 2 dimensions. Donc, mais autour de chaque point, j'ai un ouvert défini comme ça. Je sais que c'est un ouvert parce que j'ai défini la topologie sur Tm pour ça. Donc c'est un ouvert. Et j'ai cette application. Et cette application-là, xi x, elle est bijective. Alors, est-ce que je peux reconstruire... Je vais expliciter ça. Donc, xi x d'un certain vecteur v, je vais l'expliciter proprement ici. Donc, ça va être x1 en pi de w, enfin x1 de, en fait x1 rond pi de w, etc. xn rond pi de w, voilà les n premières coordonnées. Et puis, alors, comment j'extrais la im composante de w dans la base des d sur dxi? Eh bien, en lui appliquant le dxi. Donc, dxi de w. Dxi en quel point? Au point pi de w. Et puis, etc. dxn au point pi de w de w. Voilà les coordonnées en question. J'ai juste explicité ce que j'ai dit là-bas, j'aurais pu l'écrire directement, mais comme ça, voilà, c'est fait. Donc, est-ce que, si je me donne des coordonnées, est-ce que je peux remonter au point? C'est-à-dire au W dont je suis parti. Est-ce que je peux inverser ça? Évidemment que oui. Si je me donne soit n coordonnées alpha 1, alpha 2, alpha n, bêta 1, bêta 2, bêta n. Je peux construire le vecteur de Tm dont soit 2n coordonnées, pardon, dont ces 2n coordonnées sont les coordonnées. Ben oui, c'est ça, c'est le vecteur v, donc par xi x moins 1. Ceci donne le vecteur wz, le vecteur z qui est égal à... Alors, quel vecteur c'est? C'est le vecteur bêta i d sur dxi au point x moins 1 de alpha 1, alpha n. Voilà. Ben voilà. Et ça, c'est à nouveau injectif. Si je change, enfin, si je prends d'autres nombres ici, si je n'en change ne serait-ce qu'un, ben, j'obtiendrai un autre vecteur. Si je change un de ces vecteurs-là, j'obtiendrai... Si je ne change pas les bêta i, mais que je change un alpha, j'obtiendrai soi-disant le même vecteur, mais le vecteur
dans un autre TPM. Donc ce ne sera pas le même vecteur, ce ne sera pas le même point de TM de cette grande collection, de cette union disjointe. Et si je ne change pas les alpha i et que je change les bêta, j'obtiendrai deux vecteurs au même point, mais pas le même vecteur. Donc évidemment c'est injectif, et évidemment c'est surjectif dans la préimage, puisque il suffit que je les prenne tous, quoi. Voilà. Oui, parce que X est une carte. X est surjective, est bijective, elle, hein. Donc effectivement, à partir de ça, je vais remonter à tous les points de là, hein, puisque la carte X, enfin tous les points à tous les points de U. Hein. Puisque la carte UX, dans la carte UX, X, lui, il est, c'est une carte, donc X, il est bijectif d'inverse bijectif. Continu d'inverse continu. Et du coup, immédiatement, ça, c'est continu aussi. Parce que l'application qui à n bêta donne, c'est une combinaison linéaire de vecteurs. C'est évidemment continu, ça. Et par ailleurs, l'application qui aux coordonnées ici associe un certain point, elle est continue parce que x-1 est continu. Donc ça, c'est évidemment continu. Enfin, c'est continu dans ce sens-là, parce que tous ces trucs-là sont continus. Et d'inverse continu, parce que ça se voit. Voilà, ça, c'est l'inverse, et elle est continue. C'est manifestement une fonction continue des bêta i. Et aussi des alpha i, puisque x-1 est continu. Donc, ça y est, en fait, on a une carte. Il n'y a rien d'autre à dire, sauf qu'on n'a pas montré encore. Donc, on a montré que Tm est une variété différentielle de dimension 2n. On n'a pas montré qu'elle avait une structure différentielle. Vous voulez dire qu'on a démontré que c'est une variété topologique? Voilà, de dimension 2n. Vous avez dit différentielle. Ah, pardon, merci. Non, on a démontré que c'est une variété topologique de dimension 2n. Il nous reste à voir, est-ce qu'il y a une structure, ou est-ce qu'en tout cas je peux faire une structure différentielle, c'est-à-dire sur cette variété, c'est-à-dire je peux me restreindre à des cartes à un atlas, c'est infini. C'est-à-dire des cartes dont les transitions de cartes entre... les fonctions de transition d'une carte à une autre sont C infini. Eh bien, oui. Et pour ça, il suffit... Et après, on s'arrêtera. Je crois qu'on a bien dépassé. Mais bon, tant pis, voilà. C'est important de le faire une fois proprement. Je vais prendre une autre carte, un xi y, là, j'ai formé une carte à partir de cette carte-là. Je vais prendre une autre carte formée à partir des y. Du coup, et je vais montrer que la fonction de transition entre celle-là et, entre xi x et xi y, elle est différenciable, elle est C infini. Et ça va être une fonction de R de n dans R de n. Donc ça va être très simple de voir qu'elle est C infini. Ok, donc j'ai TM. Monsieur? Oui? Du coup, on n'aura pas besoin de restreindre toutes les cartes, comme avec n'importe quel changement de carte, c'est déjà C infini. Ouais, voilà. Avec on n'a pas besoin de restreindre le nombre. Non, absolument pas. Ce qui est extraordinaire. Donc vraiment, on a la variété différentielle et hop, on a le fibré tangent directement en tant que variété différentielle de structure de M. C'est vraiment génial. Alors, donc on a TM. On a, donc on prend un certain, voilà, TM, on prend un certain, on a une partie d'un certain V, on a une carte xi x dans R de n, on a une carte xi y définie exactement pareil, juste avec des y au lieu des x, hein. Donc y ici et dy ici.
à nouveau dans R de n. Et pour avoir une structure différentielle, vous vous rappelez, il faut, donc ça c'est xy, il faut simplement s'assurer que xi x rond xi y moins 1 et c'est infini. Montrer que il faut faire ça. Et évidemment aussi xi y rond xi x moins 1 est aussi c'est infini. Et donc je prends un x et un y quelconque, donc une carte quelconque autour du point projeté de V. J'en ai déduit, enfin j'ai défini à partir de cette carte x quelconque une carte xi x qui est une carte maintenant de Tm, enfin d'un voisinage de V autour de Tm. Maintenant je prends une autre carte y autour du même point projeté de V, de pi de V, et je fabrique à partir d'elle une autre carte de Tm, comme ça, en changeant les x par des y. Et donc maintenant je m'intéresse à la fonction de transition. Eh bien, allons-y. Je vais partir de coordonnées alpha 1, alpha n, bêta 1, bêta n. J'applique x moins 1, alors du coup c'est l'inverse, je vais faire de x, histoire de ne pas perturber, voilà. De x moins 1, je remonte dans la variété, dans Tm, et je redescends, donc je fais ce chemin-là. Je redescends dans R de n. Donc je pars ici de alpha 1, alpha 1, alpha n, bêta 1, bêta n, et je fabrique l'image ici. Alors voyons, qu'est-ce que c'est que cette image? Donc par définition, c'est xi y de xi moins 1 de ça. Donc je mets des y là. Voilà la carte formée à partir de y, la carte de Tm formée à partir de y. Et donc, xi y de xi x moins 1 de alpha machin machin égale, alors, xi y rond xi x, moins 1 de alpha 1, alpha n, bêta 1, bêta n, égale. Et donc, ça, c'est donc xi y de ce z-là. Donc, je vais l'écrire. Donc, de bêta i d sur d xi au point x moins 1 de alpha 1, alpha n. Et donc ça, c'est un vecteur particulier. Je lui applique ça. Et donc, ça fait, par définition, y1 rond pi de tout ça. Donc, en fait, je vais mettre les YA. Je les mets, il y en a n comme ça, d'accord? Égale 1 à n. Ça, c'est les n premières composantes. Ces n-là, je ne les réécris pas toutes, je mets juste l'indice courant. Et puis, tous les dy b, pareil, hein, b va de 1 à n, au point pi de
ça, au point pi de... Alors, ben, en fait, en alpha 1, alpha n. Attendez, c'est vrai ça? Au point pi de W, donc pour nous, ce serait le pi de Z, et le pi de Z, c'est alpha 1, alpha n, c'est ça? C'est le point dont on est parti. Oui, bah oui, oui, évidemment. De W, donc enfin, du vecteur, oui, du vecteur, toujours le même, donc bêta I, des ronds sur des ronds xi, à nouveau au point x-1. Alpha 1, alpha n. Alors, attendez, est-ce que ça a sens ce que j'ai écrit là? Y, pi de... Pi, ça c'est pi d'un certain vecteur, ce vecteur-là. Oui, bon, d'accord, ok. Donc, ça, c'est pi de ce vecteur-là. Très bien, pi du vecteur en question. Mais le pi de ce vecteur-là, c'est le point auquel ceci est un vecteur. Donc c'est ce point-là. Tout ça, là, pi de ça, c'est x-1 de alpha 1, alpha n. Hein, puisque pi, ça vous donne le point projeté. Oui? Là? Non, juste à côté. C'est pas alpha, oui, 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 de x-1 aussi, bien sûr. Voilà, c'est au point. Oui, oui, oui. Merci. Ceci est un vecteur en ce point-là. D'accord. Donc, c'est un vecteur au point pi de oméga, pi de W ici. Enfin, donc là, c'est un vecteur au point x-1. Et donc, je mets partout ici le point x-1. Oui, oui, merci. OK, vous voyez ça? Pi de ce vecteur-là, c'est le point dont il est vecteur. Et il est vecteur en x-1 de alpha. OK. Donc, finalement, ça, les premières composantes, bah, c'est YA rond x-1 d alpha 1 alpha n. Génial. Et le deuxième, c'est dy en ce point-là appliqué à une combinaison linéaire de vecteurs au même point. Mais sauf que le dy, c'est la base duale de ça. Donc ça, c'est bêta i delta bi. Ben voilà. Alors, ah non, 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 non. C'est dy, mais c'est d sur dx. Donc il faut faire le... Ça donne la... Excusez-moi. Ça, c'est la bième coordonnée de ce vecteur-là dans la base d sur dy. Ça, c'est un vecteur dont bêta i est la coordonnée dans la base des d sur dx. Ça va donner la bième coordonnée dans la base des d sur dy. Comment on passe des coordonnées de la base d sur dx aux coordonnées dans la base d sur dy? Par un changement de carte, par un changement de coordonnées standard, en faisant bêta i
Si vous voulez d de YB appliqué à d sur dxi, c'est d de YB attendez, j'ai un indice en haut, je passe de l'ancienne base à la nouvelle en mettant la nouvelle en haut, YB sur dxi, voilà, tout simplement. Et bien voilà, on a fini. Ce qu'on veut montrer, c'est que cette application-là, elle est C infini. Ben oui, elle l'est. C'est une fonction C infini des alphas et des bêtas. Des alphas, oui, parce que ça, c'est C infini. Parce que j'ai un atlas différenciable. Enfin, j'ai un atlas C infini sur M. Donc, toutes les fonctions de transition de carte sur M, donc les y rond x-1, elles sont toutes C infini, puisque M est une variété différentielle. Donc, ça, c'est C infini. Et ça, en fonction des bêtas, ben oui, c'est simplement... Alors, ça existe parce que j'ai une variété différentielle enfin, M est une variété différentielle. Et ça, c'est juste une fonction linéaire des bêta i. Évidemment que c'est C infini. Ça, c'est juste des nombres. Alors, oui, alors en fait, oui, il faut que je dise où je suis, pardon, je suis en x-1 de alpha 1, alpha n, toujours. Hein. Là, j'ai fait juste un changement de coordonnées dans l'espace vectoriel tangent au point pi-1 de alpha 1, alpha n. Pardon, x-1 de alpha 1, alpha n. Et donc ça, c'est évidemment, c'est infini aussi. Vous pouvez calculer la dérivée par rapport à bêta i, ça fait ça. La dérivée par rapport à bêta j, ça fait ça avec le j, etc. Enfin, c'est évident. Donc ça, c'est infini. Ben voilà. On a montré que Tm, avec la topologie, on l'appelait la topologie, comment je l'ai appelé, la topologie, le nom m'échappe, je l'ai dit. Initiale, merci. La topologie initiale de pi et l'atlas formé à partir des xi. À chaque carte de l'atlas de M, je peux associer un atlas. Comme vous disiez tout à l'heure, j'ai rien à retirer. Je n'ai même pas besoin d'arracher des pages. Le fait que l'atlas sur M soit C infini garantit que cet atlas que j'ai construit à partir de lui est C infini. Donc on a une variété différentielle. Et on garde la topologie initiale? On garde la topologie initiale, oui. Dès lors qu'on a la structure différentielle, de toute façon, après... Oui, alors après, au sein de chaque espace vectoriel, vous pouvez raffiner la topologie si vous voulez. Enfin, il y a une notion de proximité entre deux vecteurs d'un même espace vectoriel, qui est la notion standard, puisque c'est Rn. Donc, en fait, effectivement, oui, on peut la raffiner en mettant au sein d'un espace vectoriel la topologie standard de Rn. Donc, oui. Effectivement. Bon, voilà, je crois qu'il faut qu'on... Oh là là, il est tard. On fait une pause quand même? Ou j'enchaîne? Oui, on fait une pause. OK. Pause, et puis... Donc, c'est la fin... Oui, c'est... Ah non, c'est pas la fin de ce chapitre. Oui. Ouais, on va peut-être avoir du mal à faire tout ce que je voulais faire.
Bon, c'est pas grave, je vous donnerai un truc pour le partiel. Il manquera un truc, mais bon.